Bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Franck Tillier. Merci Bonjour. beaucoup d'être ici. Bienvenue à cette rencontre. Je suis ravie d'animer une rencontre avec vous et d'aborder. Alors, il était deux fois. Quand ça commence par il était une fois, ça va être un conte de fées. Mais alors, il était deux fois, ça ne sera pas un conte de fées. Maintenant, on le sait. On va parler de ce roman, bien sûr, publié chez Fleuve Noir, qui est votre dernière parution, mais également de votre parcours, de vous, de vos livres et de ce qui vous a amené à cette carrière d'écrivain de thriller absolument magnifique, puisque dans le paysage du thriller français, vous êtes l'une des étoiles les plus brillantes du firmament. Donc, nous allons parler de comment est-ce qu'on arrive à cette forme d'écriture et à ce genre de roman. Alors je rappelle, je pense que ici beaucoup de lecteurs et lectrices vous connaissent déjà très bien et ont lu beaucoup de vos livres. Probablement aussi avez-vous lu Il était deux fois, ou vous attendez encore un peu, mais vous avez probablement lu beaucoup de livres de Franck Tillier. Je rappelle tout de même qu'il y a deux sortes de romans chez vous. Il y a la série Charcot et Lucienne Bell, qui sont vos deux flics qu'on retrouve avec plaisir dans une série de livres. Et puis, il y a ce qu'on appelle des stand-alone, des one-shots, c'est-à-dire des romans qui ne font pas partie de cette galaxie, Lucienne Bell et Franck Charcot. Alors, Lucienne Bell et Franck Charcot qui ont une histoire d'amour, qui ont vécu des drames terribles, qui sont toujours soudés. Et moi, je suis toujours contente quand une nouvelle aventure arrive. Et en même temps, vos stand-alone ou vos one-shots, je ne sais pas comment vous avez envie qu'on les appelle, eh bien, mettent aussi en scène souvent des mystères qui tournent autour de la science, parfois de l'actualité plutôt chaude. Par exemple, je pense à des questions morales posées par la PMA ou d'autres, ou l'atome ou la Tchernobyl, voilà. Et puis parfois des sujets plus vastes qui sont la mémoire, la psychologie, même la parapsychologie. Enfin voilà, vous allez chercher vraiment dans tous les recoins de la science et de la science et de l'inconscient aussi humain. Vous avez une formation d'ingénieur, Franck Tillier, ce qui ne m'étonne pas, puisque je crois que ça doit aider quand on écrit ce genre de roman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment est-ce que vous avez construit ce bagage littéraire et ce qui a précédé cette carrière littéraire? Il y a beaucoup de références dans vos livres à des auteurs que vous aimez, Agatha Christie, Arsène Lupin, Stephen King. Voilà, expliquez-nous. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous dans ces conditions un peu particulières. C'est la première rencontre que je refais depuis qu'on a tous été confinés. Donc voilà, il y a eu un grand arrêt sur image et je suis très heureux que cette fête du livre, que ce festival ait été maintenu parce que c'est important. Voilà, c'est important pour la culture, pour le livre, qu'on fasse tous des efforts pour que ces événements puissent continuer à exister malgré le virus qui est parmi nous. Alors comment j'en suis venu à écrire? Donc, c'est vrai que j'ai une formation plutôt scientifique, avec des études d'ingénieur. J'ai travaillé 10 ans en entreprise, mais j'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires. Ça, c'était quelque chose qui a nourri mon enfance, mon adolescence. Et quand je dis qu'on me raconte des histoires, c'était alors un livre, comme peut le faire un livre ou un film. Je regardais beaucoup de films de genre. Alors, ce genre-là, justement, pourquoi du policier, pourquoi du thriller, pourquoi de l'horreur quand j'avais 12-13 ans, ça, je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est ce que je ressentais quand je regardais ces films et quand je lisais ces livres. C'était toutes ces émotions qu'elle me faisait passer, notamment celle du frisson et de la peur. J'ai toujours trouvé cette émotion fascinante et le plaisir qu'on peut avoir à avoir peur, finalement. C'est une peur un peu où on est chez soi, on est tranquille et en même temps, on a le frisson. Donc, on est en sécurité, mais voilà. Et j'ai toujours aimé cette ambivalence. Et je crois que ce qui m'a mené à l'écriture, finalement, c'est
à mon tour de retransmettre ces émotions-là que moi j'avais pu absorber, parce que je trouvais fascinant, quand je lisais Stephen King, quand j'avais 13 ans, de me dire, je suis en train de lire un roman qui a été écrit par Stephen King, et je me demandais ce qu'il faisait en ce moment pendant que je lisais son livre. Je me dis, mais qu'est-ce que fait Stephen King en ce moment? Il se fiche complètement de moi, il est en train de vivre sa vie chez lui, et pourtant, moi, l'inconnu, il arrive à me voler du temps et à me terroriser. Et j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, et je me suis dit, moi aussi, je vais un jour voler des petites tranches de temps aux gens, le temps qu'ils lisent mon livre, ils seront avec mes histoires, avec moi. Et, donc c'est surtout l'aspect émotionnel qui m'a fait venir l'écriture. C'est pas l'aspect de me dire un jour je serai écrivain. C'est venu, ça m'est tombé sur la tête. C'est cette envie d'écrire des choses qui vont émouvoir les gens, mais pas dans l'émotion positive, mais plutôt quelque chose de lié à l'angoisse et la peur, et aussi parfois quand même des émotions un peu plus tristes. Parce que moi j'ai toujours adoré les livres qui font pleurer aussi. Enfin, je trouve, et de réussir à faire pleurer quelqu'un, c'est un auteur qui est capable de faire ça, c'est qu'il a réussi, quoi. Et donc voilà, c'est un peu de cette manière-là que j'aborde mon écriture. Et aujourd'hui, vous pensez à vos lecteurs, à vos lectrices, en vous disant là, est-ce que comme vous pensiez à Stephen King quand vous lisiez, est-ce que vous pensez parfois, quand vous êtes en train de faire quelque chose, il y a probablement quelqu'un qui est en train de me lire et qui est en train de ressentir ces émotions-là que j'ai créées? Oui, mais je le pense, et c'est important, parce que, mais même dans l'écriture, en fait, c'est-à-dire que quand j'écris mon livre, en permanence, je suis en train de me dire que va penser le lecteur à ce moment-là. C'est très très important, surtout dans ce genre littéraire-là, qui est celui du suspense, du thriller, où il y a une mécanique, où il y a des émotions, qui doivent se déclencher à un moment donné. Quand vous lisez ces livres, vous le savez, vous êtes page 100, puis d'un seul coup, il se passe quelque chose à la fin du chapitre, vous dites « waouh !» Et ça, et en écrivant, je me dis, il faut que ça déclenche ça. Donc, il faut toujours être capable d'imaginer ce qu'attend un lecteur à un moment donné de votre histoire. Il peut attendre qu'il se passe quelque chose, une révélation, il peut attendre... il y a eu beaucoup de choses, donc là, il faut peut-être ralentir un peu parce qu'on a besoin de respirer. C'est des choses qu'on apprend dans l'écriture. Moi, quand j'écris mes premiers romans, il fallait toujours que ça aille vite, en fait. Donc, je me disais naïvement, plus ça ira vite, et mieux ce sera. Et en fait, non, parce que comme pour une musique, comme pour une partition, pour n'importe quel média, on va dire, le temps calme, la redescente fait partie, elle est tout aussi nécessaire à l'histoire. Elle fait du bien pour pouvoir mieux repartir après. Et c'est vrai qu'au début, moi, je pensais que les temps calmes, c'était quelque chose de très négatif dans l'écriture, donc je les ai enlevés. Et voilà, là, il y a des temps calmes. Il y a toute une partition en fait d'écriture. Et effectivement, je me souviens moi de Train d'enfer pour Ange Rouge. Voilà, le titre dit tout sur cette vision de la littérature. Et effectivement, ça tabassait, comme on dit, hein, mais ça tabasse toujours. Mais c'est vrai que vous avez appris à cultiver ces petites sphères. Et puis, il y a l'intimité des personnages. On est dans quelque chose d'universel. Ça pourrait arriver à n'importe qui. On a vraiment l'impression, c'est ce qui est bien avec les thrillers, hein, ça pourrait vous tomber sur vous, sur moi. Mais en même temps, voilà, il y a ce côté, chaque personnage prend chair de manière très forte et s'incarne, et il lui arrive des choses qui n'appartiennent qu'à lui. Je ne vais pas citer tous vos livres, hein. Le syndrome E, c'est le texte Tout se rencontre, Lucie et Charcot, puis il y a Gattaca, Tomka, encore Pandémia, qui était presque malheureusement visionnaire, Charcot et puis Lucas, et puis après il y a eu La forêt des ombres, L'anneau de Moebius, Fracture, Vertige, Puzzle, Rêver et le manuscrit inachevé, qui étaient les one-shots. Pardon. Qu'est-ce qui détermine, quand vous vous mettez à l'écriture d'un nouveau livre, si ça va être une série Charcot et Henbel ou si ça va être un livre indépendant? Alors, au tout début, c'est-à-dire avant que les personnages se rencontrent dans le syndrome, je ne savais absolument pas. C'est-à-dire quand j'écrivais un livre avec Lucie Henbel, par exemple, La mémoire fantôme, je ne savais pas du tout ce que serait le prochain. Je ne savais pas si mes personnages étaient destinés à revenir, à être récurrents. Alors, Lucie Henbel, surtout qu'au début, ils étaient eux-mêmes pas dans les mêmes. Oui, ils étaient complètement séparés. Par exemple, quand j'ai écrit Train d'enfer pour Ange Rouge, quand j'ai créé le personnage de Charcot, pour moi, dans ma tête, c'était fini, quoi. Je suis passé à La chambre des morts avec Lucie Henbel, qui n'avait rien à voir. Jamais je me suis dit... Là, il n'y avait pas Charcot.
jamais je me suis dit il y aura un lien un jour entre ces deux personnages. C'était vraiment une volonté de créer des personnages très très différents. J'ai créé La Forêt des Ombres, qui était un one-shot. Ouais. Mais à l'époque, tout était one-shot, puisqu'il n'y avait pas de... Et c'est peut-être d'ailleurs, pardon, mais avec La Forêt des Ombres que vous avez commencé à ralentir vraiment aussi et à amener ces Oui. poches de... Parce que c'était un roman c'était un huis clos, si je me souviens bien, très intériorisé. Oui, bah, complètement. C'était, moi, les huis clos me fascinent aussi. C'est ce que permettent les one-shots, c'est-à-dire contrairement à une enquête policière, les huis clos, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, les one-shots, on peut... Et c'est ce que je fais à chaque fois que j'écris un one-shot, c'est-à-dire je pars dans des univers que ne permettrait pas forcément l'enquête policière telle que je l'ai créée avec Charcot et Lucie. Et les huis clos, j'adore ça. Et donc pour revenir à pourquoi l'un ou l'autre, aujourd'hui, on va dire que j'alterne une fois sur deux. L'alternance est venue presque naturellement. Moi, j'adore ces personnages-là, hein, Charcot et Lucienne Bell. J'adore les retrouver, j'adore écrire avec eux. Mais je les adore, c'est quand je les ai laissés un an, reposer un an. Parce que une fois, ça m'est arrivé, non, 2 fois même, d'écrire 2 livres à la suite avec eux. C'était Syndrome et Gattaca, qui allaient ensemble, et Angor et Pandémia, qui étaient aussi liés. Donc, quand j'ai fini Syndrome, tout de suite, j'ai enchaîné, parce que pour moi, c'était un seul livre, en fait, parce que c'était un sujet commun. Syndrome et Gattaca, c'est autour de la violence. Syndrome, c'est plutôt la violence aujourd'hui répartie dans le monde, et Gattaca, c'est la violence dans le temps. On part des Néandertals, etc. Et pour moi, les 2 livres étaient liés, donc j'ai presque écrit d'un jet. Mais quand je suis sorti de là, j'ai dit, plus jamais j'écrirai de livres avec eux, parce que j'en pouvais plus. Et c'est à partir de là où je me suis dit, l'alternance fonctionne bien, parce que ça me permet de me ressourcer en écrivant autre chose. Et puis ces personnages-là, il faut bien qu'ils se reposent aussi un peu. Et quand je les reprends, après avoir écrit Il était 2 fois, un nouveau Charcot, il s'est passé du temps. Et donc, comme ces personnages vieillissent en même temps que nous, parce que Charcot, il va approcher la soixantaine quand même. On l'a connu dans les 40 ans. Enfin, vous voyez. Et donc, eux ont vécu pendant l'année où je n'ai pas écrit avec eux. Donc, quand je les reprends, ces personnages, il y a des choses à raconter qui étaient hors champ, mais que je peux utiliser. Il y a une évolution qui a pu se créer. Donc, ça me donne de la matière, plutôt que de les reprendre à chaque fois dès qu'ils ont fini une enquête, tout de suite à la suite. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a depuis quelques années, il y a une alternance quasi systématique, ce qui fait que quand j'ai commencé Lucas, qui était celui avant Il était 2 fois, je savais qu'après ce serait probablement un one-shot, même si j'ignorais complètement ce que ce serait. Ça reste toujours pareil, c'est-à-dire d'un livre à un autre, tant que je n'ai pas écrit la dernière phrase de mon roman, je ne sais absolument pas ce que je vais écrire. D'ailleurs, même après avoir écrit la phrase, de toute façon, Vous n'avez pas un stock? Non. C'est vrai? Non, j'ai pas de stock. Il y a des auteurs qui ont ça, hein, Ouais. toujours très admiratifs, quand on dit « Ah, mais moi, j'en ai 3-4 d'avance. Ouais. Bravo. Moi, non, parce que... alors, il y a des sujets que je croise, c'est-à-dire que même en écrivant, dans mon année d'écriture, forcément, je vis des choses, en fait. Il y a des choses que je lis, il se passe des choses dans l'actualité, donc tout ça, je me dis peut-être un jour, donc ça se stocke quelque part, mais j'en vois pas l'utilisation immédiate. Je me dis pas, tiens, ça va faire un livre. C'est vraiment quand d'ailleurs, pour moi, le moment le plus difficile dans l'écriture, c'est quand je termine un livre, qui est un moment quand même de joie, parce que ça y est, on se dit, on y est arrivé. Mais il y a 3-4 mois comme ça, où je vais à mon bureau le matin, et puis je suis comme ça, et je dis, mais qu'est-ce que je vais écrire, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, heureusement qu'il y a Internet, des livres, tout ça, je vais au hasard, quoi. Au hasard des sujets, je tape des trucs, je regarde l'actualité, et c'est comme ça, de fil en aiguille, au bout de 3 mois, où il y a l'idée qui germe, mais j'ai compris, après plus de 15 ans d'écriture, que c'est complètement normal, et l'inverse ne serait pas normal, c'est-à-dire après avoir juste terminé un livre, de dire j'ai une idée, ça y est, le lendemain j'ai une idée, parce que pour moi, je pense que ce serait une mauvaise idée. C'est un peu comme, vous savez, en agriculture, quand vous récoltez une terre, on la laisse en jachère, c'est-à-dire il y a un temps de repos de la terre, on a l'impression qu'elle ne fait rien, qu'elle est inerte, alors qu'en fait, elle est en train de se ressourcer. Je pense que l'esprit humain, il est un peu comme ça, c'est-à-dire, même moi, si j'ai l'impression de rien faire, il y a une tâche en arrière-plan qui tourne tout le temps, et qui se déclenche au bout de 2-3 mois, parce que c'est le bon moment.
Et donc voilà, quelque part ça rassure, il n'y a plus cette angoisse de dire, je sais que c'est normal, par contre si je passe 3-4 mois et j'ai toujours pas d'idée, là je commence à me dire, bon il y a un problème, mais ce ne sont pas des choses qui se commandent malheureusement. Ouais. Mais il y a une dimension, je le disais tout à l'heure, scientifique dans vos livres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez chercher du côté de la génétique, les troubles du sommeil, d'en rêver avec des maladies, voilà, l'atome nucléaire, Tchernobyl. Ça, c'est un goût que vous avez. Fondamentalement, vous aimez la science et vous lisez, vous vous nourrissez de sujets scientifiques. Oui, je me nourris de sujets scientifiques en permanence. D'ailleurs, on parlera peut-être après du début, ce qui m'a déclenché le livre. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que quand je vous dis je suis entre deux livres, je ne sais pas quoi écrire, je sais qu'il y a des sujets qui me passionnent, mais depuis tout petit, qui m'interrogent. La mémoire, le sommeil. J'ai écrit Rêver, qui est sur le sommeil, parce que le sommeil, avant d'écrire Rêver, je me suis dit, je vais écrire un livre sur le sommeil. Je connaissais mon sujet. Parce que pour moi, c'était un territoire d'exploration immense. Et donc, en faisant des recherches sur le sommeil, est venue l'histoire de Rêver. Sauf qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, après tous les romans que j'ai écrits, des grands sujets comme ça, le sommeil, la psychiatrie, l'ADN, l'atome, je les ai un peu déjà traités. Et en fait, quand je les mets dans un roman, je ne suis pas avare en idées. C'est-à-dire que on pourrait très bien dire, on me l'a dit d'ailleurs, mais dans Lucas, par exemple, qui était celui d'avant, il y a tout un tas de sous-idées qui pourraient presque faire des livres. Oui. Mais en fait, je me dis, mais ouais, j'aurais pu les garder puis faire un livre, comme ça m'évitera de retrouver des idées. Mais en fait, je trouve que je mets tout dans le livre pour qu'il soit le mieux possible, parce qu'en plus, c'est lié au sujet que je traite, comme la GPA, la PMA, la scène de début de ces gens qui vont dans un hôtel pour louer une mère porteuse, entre guillemets. C'est une histoire complète, ça, en fait. Mais moi, c'est juste un chapitre. J'utilise une idée, je l'use, parce qu'elle fonctionnait bien à ce moment-là. J'ai écrit un recueil de nouvelles au-delà de l'horizon. Toutes mes nouvelles sont toutes des idées de romans. Sauf qu'en fait, n'importe laquelle des nouvelles, c'est d'ailleurs la première qui fait quand même une centaine de pages, c'était à la limite entre le... Sauf qu'en fait, ces idées-là, je les ai eues tout au long de ces 15-20 ans d'écriture, mais j'ai jamais trouvé le truc qui fait que ça va devenir un roman. Il me manquait... Donc toutes les idées des nouvelles sont très fortes, mais il manquait toujours quelque chose pour que j'en fasse un roman de 500 pages. Et au lieu de les garder dans un coin, je me dis, je vais écrire une nouvelle. Cette idée, quelque part, je l'utilise. Et donc voilà, vous voyez, donc c'est compliqué parce qu'à chaque fois, plus j'écris de livres et plus il faut qu'on essaie de se renouveler, de se reprendre. Il faut à chaque fois trouver des intrigues très différentes, avec des mécaniques différentes, avec des personnages différents. Même s'il y a des récurrences pour les gens qui me connaissent, ils savent que la mémoire, les amnésies, c'est toujours plus ou moins présent parce que ça, c'est des sujets c'est ce qui aussi fait les auteurs, c'est-à-dire les obsessions des auteurs, leurs caractéristiques peuvent se retrouver de manière générale dans l'ensemble des romans. Et alors là, voilà, il était 2 fois. Il est effectivement question de mémoire. On pose le décor rapidement. Gabriel Moscato, qui est gendarme, dont la fille vient de disparaître, la fille adolescente vient de disparaître en faisant du vélo dans la forêt. Elle a été enlevée, on le suppose en tout cas. Et lui la cherche. C'est tout frais, ça fait quelques semaines. Il met toute son énergie là-dedans et puis il va dans un hôtel. Alors on est à Sagas, dans la vallée de l'Arve, les Alpes de Savoie, dans la ville de Sagas, et dans un hôtel très glauque, une ville qui est atmosphère Lovecraftienne, avec la mort noire qui rôde. C'est une espèce d'ambiance qui colle une dépression énorme à tous les habitants là-bas, avec évidemment le soleil ne se voit plus. Il s'endort à l'hôtel en 2008, en plein milieu de son enquête. Il se réveille, il est réveillé par une pluie d'oiseaux morts qui tombent du ciel. Et puis, il se rend compte, en se regardant dans la glace, qu'il a pris 12 ans dans la figure et qu'en est en 2020. Et là, moi, quand j'ai lu ce début de livre, je me suis dit, ça y est, Franck Tillier, il nous fait du roman surnaturel fantastique. Et en fait, non, pas du tout. Tout ça est scientifique. Oui. Oui, alors, typiquement... D'ailleurs, bravo de l'avoir si bien résumé parce que c'est pas évident et ça n'a rien révélé. Ne vous inquiétez pas, sur les 10 premières pages, c'est le début du livre. Ça démarre comme ça. Et là, typiquement, c'est ça, c'est-à-dire que
je voulais écrire un one-shot. Alors j'ai toujours eu je voulais que ça se passe dans un endroit un peu huis clos. Donc c'est une ville, mais encaissée dans une vallée. Ça, c'était défini. Je voulais qu'une histoire se passe là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai toujours adoré ces décors. Vous avez décrit l'atmosphère, les oiseaux, tout ça. Ça contribue beaucoup dans l'histoire qu'on raconte. Donc c'est essentiel d'avoir quelque chose de très fort dans l'atmosphère du roman. Et puis les histoires de disparition, tout ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est lié au milieu policier. Quand on écrit des histoires policières, il y a deux types d'histoires qu'on peut raconter. C'est soit un meurtre, soit une disparition. En général, c'est un peu résumé de manière très simple ce que peut être un roman policier, en tout cas une enquête. L'avantage de la disparition sur le meurtre, c'est que le meurtre, on sait que la victime, il n'y a plus d'espoir, elle est décédée, et puis il va y avoir une enquête. La disparition, non seulement il y a une enquête, donc on a tout le suspense du meurtre, mais en plus, on ne sait pas si la personne disparue est vivante ou morte. Et surtout, il y a ce pourquoi qui est là en permanence. Donc ça fonctionne bien. Et pour en revenir donc au personnage principal qui a cette particularité de s'endormir en 2008 en faisant des recherches et de se réveiller en 2020, il pense que c'est la veille, il pense que sa fille a disparu il y a 15 jours et on lui dit « Mais monsieur, vous n'êtes pas en 2008, vous êtes en 2020, ça fait 12 ans que votre fille a disparu. » Ça, c'est au hasard, je vous disais tout à l'heure, je faisais des recherches sur la mémoire, tout ça, cerveau, et je trouve cette particularité, c'est un type d'amnésie. Amnésie psychogène atypique. Amnésie psychogène atypique, vous voyez déjà le nom. Et en fait, j'en avais jamais entendu parler, je tombe là-dessus. Et voilà, très très peu de cas dans le monde, c'est vraiment une particularité. Je commence à lire des choses, je dis, ouais, mais c'est un truc de fou. Enfin, d'un point de vue romanesque, c'est très très fort. Alors c'est horrible, comme évidemment, c'est toujours pareil, c'est des personnages qui souffrent, mais c'est très très romanesque, parce que ça m'a permis de créer ce début très fort et intriguant. Oui, on a l'impression que c'est de la science-fiction, mais très vite, je dis que c'est une amnésie, mais on ne sait pas pourquoi. Enfin, toute l'intrigue reste là. Et c'est très fort parce que ça suscite tout de suite chez le lecteur un tas de questions qui peuvent être très différentes. Qu'est-ce qu'il a vécu pendant ces 12 ans ? Pourquoi il se réveille au même endroit que où il s'est endormi en 2008, dans le même hôtel un peu pourri, et pourquoi il se réveille là ? Qu'est-ce qui s'est passé pour sa fille pendant ces 12 années ? Pourquoi on ne l'a pas retrouvée ? Et on imagine l'état psychologique du personnage, en plus, qui en plus gendarme et père, c'est-à-dire il enquêtait. Déjà, c'est ambigu comme situation. Un père, en général, gendarme, on essaye de faire la part des choses, on dit toi, tu ne peux pas enquêter, tu es trop proche du. Et donc, il y a tout ça. Et donc, quand démarre le livre, il y a une double enquête qui démarre. Il y a celle qui va mener dans le présent pour essayer de continuer cette enquête, et aussi, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 12 ans ? Et donc, c'est ça qui donne une bonne idée. C'est pour ça que je dis toujours, c'est pour ça que j'arrive pas à avoir d'idée à l'avance, parce que cette idée-là, qui est celle du début du livre, et qui va me permettre d'écrire un livre de 500 pages, c'est pas quelque chose qui peut venir comme ça, c'est quelque chose qui se construit en se disant, tiens, il y a une telle pathologie que je pourrais faire tel personnage. Il y a tout un ensemble qui donne l'idée de départ, mais qui est un tas de sous-idées. Il en faut peut-être une trentaine pour que le truc donne une idée de départ. Et, c'est pour ça que j'ai jamais de livre d'avance, parce que c'est trop complexe. Il faut vraiment que je me penche sur me dire, ça y est, il faut se pencher là-dessus pour que ça démarre, quoi. Et puis là, vous jouez aussi sur... il y a toujours ce regard chez vous sur la société, avec ces instantanés que vous prenez du moment. Et là, vous montrez... Moi, je n'avais pas réalisé, en fait, à quel point, entre 2008 et 2020, le monde a changé radicalement. Gabriel, il ne comprend plus rien. Il y a eu GAFA, là, Google, Amazon, Facebook, Apple, ou l'inverse. Et ça, il ne sait pas ce que c'est. Et il découvre un autre monde. Et je pense que c'est une décennie qui a changé le monde comme rarement, peut-être, une décennie aura changé le monde. C'est ce que je me disais à la lecture. Oui, ça a aussi permis de faire ça. Et c'était très intéressant de se dire, tiens, en 12 ans ou en 10 ans, qu'est-ce qui a changé dans le monde, de revenir en arrière. Parce qu'on se souvient, en fait, je me suis surtout rendu compte, c'est que nous-mêmes... Mais 2008, c'était hier ? C'était hier, et donc on ne se souvient plus Et quand on regarde les téléphones de 2008, tout ça, c'est quand même des gros trucs. Enfin,
en fait, tout va tellement vite aujourd'hui qu'on n'a plus d'éléments qui nous permettent de situer dans cette décennie. Alors, hormis des événements tragiques, mais je veux dire d'un point de vue évolutif, de la vitesse, les réseaux, etc., la vitesse à laquelle tout ça a augmenté, on ne sait plus en 2008. Et donc, quand on revient en arrière, on se rend compte que ouais, ça a changé, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'en prenant ce personnage, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Lui qui est resté en 2008, dans sa tête, quand il débarque en 2020, c'est pas évident de créer des personnages comme ça, parce qu'on se pose... Déjà, il est amnésique, enfin, il a sa propre psychologie qui est terrible, d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Il faut se mettre dans la tête d'un amnésique, c'est quand même... C'est pour moi l'une des pires pathologies, de plus savoir qui on est, ce qui s'est passé, etc. Enfin, il sait qui il est, mais de plus savoir ce qui s'est passé, d'avoir un trou dans sa vie. Et en même temps, il y a toutes ces nouveautés autour de lui. Donc voilà, il a fallu gérer un peu tous ces aspects-là dans le même livre. Je vous disais tout à l'heure, en parlant de partition, il y a aussi cette partition-là de trouver l'équilibre entre l'intrigue, entre les personnages, entre le narrateur omniscient, ce que j'essaye de faire le moins possible. Quand je dis narrateur omniscient, c'est l'auteur, à un moment donné, il y a le personnage qui est en train de marcher dans un endroit, et d'un seul coup, c'est l'auteur qui prend la parole pour étaler un peu sa science et dire, voilà, cet endroit, dans les années 1800, machin. Et moi, j'essaye d'éviter ça, parce que ça sort du récit. Pour moi, c'est une des clés de l'écriture, en tout cas de l'immersion et du fait qu'on s'immerge dans un livre, c'est tout doit passer par les yeux des personnages. Je ne suis jamais omniscient. En tout cas, j'essaye de ne pas l'être. Pour que je décrive quelque chose, il faut que le personnage soit là et que cette chose l'intéresse. C'est ça, moi, je pense que c'est voilà, l'une des clés aussi de ce genre de récit. Parce que les gens, quand vous commencez à digresser, ils vont dire « Ah, mais là, c'était un peu long, il y a des longueurs dans le livre, était bien, tout ça. » Et ben ça, on essaye de... C'est une question, c'est dans la construction. On peut faire passer les mêmes informations de manière plus diluée, sans que le lecteur s'en aperçoive, mais en même temps, il apprend des choses. On lui transmet exactement le message qu'on voulait faire, mais c'est dans la manière de l'intégrer dans l'enquête. Il faut que c'est l'enquête qu'on sert, et tout le reste doit être au service de l'enquête et des personnages. Et ça intervient aussi sur les affects que le lecteur ressent, parce que Gabriel, on s'y attache très vite, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a un gros potentiel sympathie, et en même temps, il avait un collègue avec qui il travaillait, son binôme, Paul Lacroix, et puis il avait une femme, et en fait, il se rend compte que tout le monde le déteste. Il se rend compte qu'il est devenu un peu un sale type, quoi, et que son copain lui adresse plus la parole, son ex-femme l'a complètement exclu de sa vie, ses collègues, ses anciens collègues pas très à l'aise avec lui. Et en fait, nous, on se dit, mais il mérite pas ça, et lui non plus. Et c'est horrible, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 12 ans? Exactement. En fait, vous avez soulevé la clé, en fait, pour moi, de l'écriture, qui est l'empathie. C'est-à-dire que quand vous êtes lecteur et que vous entrez dans une librairie et que vous lisez un livre, vous lisez le début, il y a un personnage, vous croisez un personnage, vous ouvrez un livre, vous croisez tout de suite un personnage. Et il faut que ce personnage vous emporte, vous prenne par la main et dire, voilà, viens avec moi, lecteur, je vais t'emmener dans mon univers, et je veux que tu sois à mes côtés tout le temps, et tu vas voir, ça va être bien. Et c'est ça, c'est-à-dire que on peut créer des méchants, on peut faire ce qu'on veut, mais l'empathie, c'est extrêmement important, parce que c'est ça qui va vous accrocher au livre. C'est ce qui se passe avec Gabriel. Comment ne pas être empathique avec un personnage dont la fille a disparu, qui se réveille amnésique, qui se bat pour la retrouver, et ça on le comprend, enfin, c'est des choses très humaines qu'on comprend parfaitement, parce qu'on ferait tous ça, et tout lui tombe sur la tête. Alors ça, c'est un peu d'un point de vue scénaristique, on va dire, dans la construction, tous les éléments tombent sur la tête du personnage principal, et lui, donc d'abord on l'entraîne au fond du gouffre quelque part, et après de voir comment il va réussir à remonter la pente. Et quand on est lecteur ou quand on regarde un film, on se dit, ah mais ce pauvre personnage, mais il s'en sortira jamais. Puis petit à petit, il commence à remonter. Et il y a une émotion qui se dégage chez le lecteur. On se dit, mais ah ouais, mais il y arrive. Et en fait, on se
il y a un transfert qui se fait entre le lecteur qu'on est et puis le personnage, parce qu'on se dit, il a eu 10 fois plus de problèmes que moi-même, mais il arrive à s'en sortir. Donc si lui, il y arrive, en fait, peut-être que moi, dans ma propre vie, je peux m'en sortir. En fait, ça nous ramène toujours à nous, parce que ces personnages-là, qui sont quand même des héros de romans, donc ils doivent avoir certaines forces, certains caractères, mais ils sont comme nous. C'est ça, en fait. La vraie force du truc, c'est que il est exactement comme vous et moi, et on s'y attache, parce que ça pourrait être quelqu'un de notre famille, ça pourrait être notre frère, et on se projette en lui, et c'est important. Si on est détaché d'un personnage qu'on trouve, je sais pas, hautain, etc., alors c'est possible. Si on veut rendre le personnage détestable, il faut faire ça, mais en tout cas, c'est pas le rôle du personnage principal, le premier qu'on rencontre. Ou alors il faut qu'il soit très cruel et qu'on comprenne que c'est le grand méchant, et on se dit, ah ouais, lui, ça va être génial. Mais en tout cas, il faut toujours un personnage comme ça qui est le héros ou l'héroïne, quoi. Et il est question aussi souvent chez vous d'enfants disparus, de relations parents-enfants. Même si ce n'est pas l'enfant qui disparaît, il y a la question de la cellule familiale qui, mais je pense, revient dans tous vos livres. Et j'ai un jour parlé avec un auteur américain, c'était Benjamin Whitmer, que j'aime vraiment bien. Il a écrit aussi sur un père qui perd sa fille. Et il me disait, moi j'écris parce que c'est ce qui me fait le plus peur. C'est ce qui me fait le plus peur, et j'ai besoin de sortir ça et de l'exorciser. Est-ce que vous faites ça? Parce qu'il y a un personnage d'écrivain dans votre livre qui dit, moi j'écris parce que en fait j'aurais voulu tuer des gens. Bon, j'imagine que c'est pas votre cas, j'espère. Ça, je peux pas vous le dire, malheureusement. Sinon, ne nous le dites pas, effectivement. Oui. Moi, je suis père. Enfin, c'est vrai que ça, c'est important, et toute la partie humaine du livre, en fait, au-delà de l'histoire qu'on raconte, parce que c'est toujours pareil, on raconte une histoire à suspense, où les personnages vont vivre des épreuves, il se passe des choses, voilà, des poursuites, mais ce qui reste prépondérant, c'est l'humain. Et pour moi, c'est essentiel. Encore une fois, je parlais de l'empathie, qui est une des qualités, mais c'est l'humain. Et ce qu'on retient d'un livre, en tout cas à mon sens, sur tous les personnages. Sur tous les personnages qui font qu'on regarde une série. Regardez une série, il y a des séries extraordinaires, mais si vous n'avez pas de personnages qui vous accrochent, vous ne regarderez pas. Et vous pouvez regarder une série toutes les saisons parce que le personnage est là. On parlait de Homeland tout à l'heure. Il y a un personnage dans Homeland, mais c'est elle qu'on a envie de retrouver. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, forcément, des personnages avec des émotions, dans des cellules familiales, qui vivent des choses tout simplement humaines, et qu'on peut comprendre. Après, tout ce qui est autour de la disparition, alors ça a été aussi un des sujets de recherche du livre, de savoir... Il y a d'autres disparitions, parce qu'on va se rendre compte, alors sans spoiler, parce que c'est toujours la grande peur, on va se rendre compte que cette fille, Julie, qui a disparu, n'est pas seule à avoir disparu, et qu'il y a un réseau de personnes qui, en fait, ça c'est une réalité, tous ces gens qui disparaissent. Ah oui, je crois que c'est 50 000 personnes qui disparaissent en France. Vous le dites dans le livre. C'est extrêmement compliqué, parce que dans ce paquet de personnes, il y en a pour qui c'est volontaire. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai encore vu un reportage où il y a des gens qui font tout pour disparaître, qui déménagent. Et en fait, on peut rien faire, parce qu'il n'y a pas de raison de mener de recherche. Donc c'est très compliqué pour la police. Et surtout, c'est très compliqué pour les proches des personnes disparues de ne jamais savoir. Ça, le deuil ne peut jamais se faire. Et ce personnage-là, c'est ce qu'il vit. C'est encore pire pour lui, parce qu'il apprend d'un seul coup que ça fait 12 ans que sa fille a disparu. Alors non seulement il apprend que ça fait 12 ans que sa fille a disparu, alors qu'il croyait que ça faisait 15 jours, ce qui est déjà terrible, mais surtout quand il va voir son copain gendarme pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 12 ans, pourquoi on ne l'a pas retrouvé, où en est l'enquête, son copain lui dit l'enquête elle est terminée, quoi. L'affaire est close. L'affaire est close. Et ça, c'est très, pour avoir lu des témoignages de familles de personnes disparues, c'est un second coup de couteau qui est aussi fort que celui de la disparition, parce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, les juges, les enquêteurs, ils arrêtent parce qu'ils n'ont plus aucun élément, et puis il n'y a plus de piste. Au bout de 7-8 ans, ils arrêtent. Alors c'est très variable, ça dépend des relances qu'ils arrivent à... Mais quand un juge vous dit, voilà, on est désolé, mais on ne recherchera plus votre fille, c'est horrible. Et ça, c'est de voir comment ces familles-là vivent ces moments-là,
c'est très fort et je trouve que c'est aussi ce qui renforce l'empathie qu'on peut avoir avec ce personnage. Parce que comment ne pas être empathique avec des personnes comme ça. Et puis après, d'ailleurs j'en parle dans le livre, il y a les différents comportements aussi des personnes suivant leur caractère et leur force. Il y en a qui vont surmonter ça et qui vont continuer à se battre parce qu'elles n'abandonnent jamais, il n'y a jamais d'abandon. Puis après, il y a celles qui abandonnent et qui, elles, la descente est très, très rapide. Et c'est vrai que ça, on en parle beaucoup, on parle beaucoup des disparitions parce que c'est des faits divers, mais en tout cas de la souffrance de ces familles-là, on en parle très peu parce qu'on ne peut pas en parler. Et finalement, les histoires de disparition, je dis ça, mais elles sont assez peu médiatisées finalement, parce qu'on n'a rien à raconter. Les policiers n'ont rien à raconter. Enfin, par définition, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il n'y a rien, contrairement à un meurtre ou une disparition, il n'y a rien à... Et donc, c'est extrêmement compliqué à mener comme enquête pour des parents et surtout pour des forces de l'ordre aussi. Et la frustration de Gabriel est d'autant plus forte que, d'une part, cette amnésie, elle a été provoquée par quelque chose, un choc. Ce choc, il est forcément lié à des choses qu'il aurait découvertes sur la disparition de sa fille. Et au moment où tous ces oiseaux tombent du ciel, il se réveille, il est amnésique, il a 12 ans de plus, il y a une femme qui est découverte dans la vallée, enfin pas dans la vallée, mais voilà, près du lieu. Et elle a été tuée, elle a été violée, elle a été brutalisée sauvagement après sa mort, et elle va être autopsiée. Et elle a un tatouage qui correspond à des choses, qui dit des choses sur elle qui vont faire aussi avancer l'enquête de Gabriel. Mais lui, il est un peu tout seul à se dire, mais je suis sûre qu'il y a un lien entre toutes ces choses. Et vous êtes allé dans un endroit où vous êtes déjà allé souvent, hein, c'est du côté du corps, du côté de la médecine légale. Et là, vous arpentez pas mal, hein, ce sujet-là dans le livre. Comment est-ce que vous travaillez sur ces choses-là? Est-ce que vous avez déjà assisté à une autopsie? Est-ce que vous voyez vraiment, est-ce que vous enquêtez sur le terrain sur ça? Parce que c'est très, 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 très réaliste. Oui, bah oui, on va dire, il y a des personnes que j'ai connues au fil des rencontres, hein, mais un peu comme ici, ou sur les salons. Ça a démarré il y a quelques années maintenant, des policiers qui me disaient si vous avez besoin d'aide, je travaille dans tel service, voilà. Et puis effectivement, c'est comme ça que j'ai eu mes premières personnes capables de répondre à mes questions. Et puis après, vous savez, quand vous rentrez dans le milieu policier, le policier connaît le médecin légiste forcément, qui connaît un juge. Donc c'est comme ça que j'ai eu les bons contacts pour mes livres. Aussi en police scientifique, c'est très très important, qui est aussi une partie qu'on retrouve. Et donc c'est vrai que je me renseigne toujours auprès de ces personnes-là, pour essayer d'être le plus précis possible, de savoir comment se déroule une enquête, dans quel ordre, quand on arrive sur une scène de crime, comment ça se passe, pour ne pas raconter n'importe quoi. Et donc, alors, assister à une autopsie, non, parce que alors, je suis déjà allé en salle d'autopsie et vu des corps, et je suis aussi allé dans les facultés de médecine où il y a les corps qui sont conservés, tout ça. Mais l'autopsie, c'est tellement... c'est spécial, donc j'ai pas eu besoin d'aller jusque-là. J'ai posé les questions qu'il fallait pour pouvoir être très, très, très précis. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une partie très, très science, avec un sujet que je traite à fond. On a parlé de pandémia, c'était vraiment autour des virus, avec l'Institut Pasteur de Lille, donc avec les vrais scientifiques qui travaillent sur les virus. Donc voilà, il y a toujours enfin, pas des personnes, parce qu'elles n'écrivent pas le livre, hein, mais elles répondent aux questions que je peux me poser. Questions qu'on ne trouve pas forcément dans les livres, parce qu'elles sont trop particulières. Alors là, la scène de crime, il y a quand même du langage technique où j'ai dû demander, j'avais écrit la manière dont je voyais, c'est un corps qui est trouvé au bord d'une rivière, avec de l'eau, enfin, un peu comme ça. Et j'écris la scène en décrivant, parce qu'il y a le policier qui arrive et qui parle qui enregistre ce qu'il est en train de voir. Ça, ils font ça, hein, pour pouvoir le retranscrire plus tard dans les PV. Donc j'écris le truc tel que j'imagine, puis après je donne ça à mon ami qui travaille, à une connaissance qui travaille dans le service criminel, à la crime en fait. Je dis voilà, j'ai écrit ça, est-ce que c'est le langage exact? Donc il me dit mais là,
c'est le décubitus dorsal, il faut mettre, il faut donner l'orientation du corps, donc dire le long de la rivière, dans le sens nord-sud, enfin, etc. Tout ça parce qu'en fait, quand c'est rouvert, quand ces dossiers sont rouverts 3 ans ou 4 ans plus tard, parce qu'en général, les enquêtes sont criminelles, là, ça dure 15 jours dans le livre. Enfin, souvent, dans les livres, ça va très, très vite, mais dans la réalité, c'est souvent très long. Et donc, des personnes qui arrivent 3 ou 4 ans après sur le dossier prennent le truc, le lisent. C'est pour avoir la description la plus précise. Et on voit bien dans les affaires criminelles qu'une affaire criminelle peut capoter sur un détail, ça peut faire foirer toute l'affaire. Donc ils sont obligés d'être vraiment très, très minutieux dans tout ce qu'ils font. Et encore, là j'allège parce que sinon le bouquin, il ferait... si vraiment on rentrait dans la procédure, ça ne serait pas intéressant déjà. Enfin, si, ça serait intéressant, mais ce ne serait pas le sujet du livre. Mais on essaye de trouver le juste milieu, j'en parlais encore tout à l'heure, entre la vérité, la véracité, et puis un peu parfois tricher pour pouvoir accélérer les choses et privilégier le rythme, l'action des personnages. C'est vraiment c'est des réglages et une montre suisse qu'on construit quand on écrit ce genre de livre. Et alors là, Gabriel et Paul, les 2 gendarmes devenus frères ennemis et qui vont forcément se retisser petit à petit un lien, ils vont se remettre à enquêter. Gabriel va convaincre son ancien copain qui a besoin quand même de se pencher sur cette affaire. Et vous nous amenez vers un endroit où vraiment je ne m'attendais pas du tout. Je pense qu'on peut le dire sans trop déflorer l'intrigue non plus. C'est-à-dire qu'il y a un retour vers un autre roman, un one-shot, le manuscrit inachevé. Et alors là, tout à l'heure, quand vous m'avez dit « j'ai pas plusieurs romans en stock, je réfléchis pas, je sais pas sur quoi je vais me pencher », je me suis dit « c'est pas possible que quand vous avez écrit le manuscrit inachevé, vous n'avez pas pensé que vous alliez revenir sur ce texte, puisqu'on retrouve le livre, on retrouve l'auteur Traskman et son fils Caleb, et vous reprenez cette histoire en la modifiant. C'est complètement hallucinant. » Alors, pour vous dire un peu comment ça s'est passé, alors, le manuscrit inachevé, peut-être certains d'entre vous qui l'ont lu. En fait, quand j'ai écrit le roman, le début du roman, c'est le fils, le prologue du roman, c'est le fils de l'écrivain qui est censé avoir écrit le manuscrit inachevé, qui dit, voilà, mon père est décédé, j'ai trouvé ce manuscrit que vous allez lire dans le grenier, mais il manquait la fin. Alors vous imaginez, vous trouvez un manuscrit, un superbe thriller, et il vous manque 30 pages, qu'est-ce qu'on fait de ce livre? Et donc le fils a dit, voilà, le livre que vous allez lire, c'est le livre de mon père, mais cette fin, c'est moi qui l'ai écrite, voilà, pour que vous puissiez avoir une histoire. Et donc commence ce manuscrit inachevé que le lecteur lit, le livre, et avec la fin du fils. Donc voilà, vous avez un roman complètement normal, mais avec des ouvertures, c'est-à-dire, il se passe un truc, on ne sait pas trop, qui fait que le livre, qui est très bien, je vous le conseille, mais qui peut laisser une frustration. Et j'avais vu les gens, mais qu'est-ce que c'est, ce truc, etc. Bon, puis après, il y a les autres qui disaient, mais c'est génial, on adore quand c'est comme ça, etc. Donc voilà, il y avait les 2 sons de cloche, mais je le savais quand j'ai écrit le livre. Je savais que je laissais des ouvertures, je savais que on m'a aussi dit, mais pourquoi c'est le fils qui écrit le début? Parce qu'on s'en fiche finalement de... J'aurais très bien pu écrire... sans dire qu'il y a une histoire de fils qui trouve le manuscrit de son père et puis écrire l'histoire, le livre, quoi. Moi, c'est moi qui l'écris, mais sans avoir à dire que c'est un manuscrit qu'on a trouvé dans un... Mais en fait, je sais pas, j'avais envie de faire ça parce que je me suis dit, c'est génial, ça pourrait resservir, mais je ne savais pas comment. Parce que j'écrivais le manuscrit inachevé, j'avais rien d'autre en tête. J'écris Lucas, donc avec mes personnages de Charcot, et puis je me mets à réfléchir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve cette idée de personnage qui va être amnésique, qui va se réveiller dans l'hôtel. Et puis, dans la construction du truc, je me dis, et c'est là que le lien s'est fait. Je me dis, ça serait génial de faire ça. Et donc, je me suis arrangé pour que ça fonctionne, en fait. C'est-à-dire, puisque lui, il n'était pas construit. Le manuscrit inachevé, il était sorti, donc je ne pouvais plus le toucher. Il y avait des dates dedans, il y avait des lieux, il y avait des caractéristiques. Le livre était immuable. Par contre, celui-là, il est en pleine construction. Donc, en fait, le fait d'avoir eu l'idée de dire, mais ouais, ça serait génial de faire le lien, je me suis arrangé pour que toute l'histoire de là fonctionne bien avec le manuscrit inachevé. Donc, en fait, le lien, j'avais laissé le manuscrit, des portes ouvertes dans le manuscrit inachevé, mais je n'avais pas pensé. Le lien s'est fait vraiment
au moment où j'écrivais cette histoire, de dire bah ouais, je vais faire ça. Et ouais, ça a bien marché. Et ce qui est bien, c'est que c'est très particulier parce que ce livre-là, on peut le lire tout seul. Il n'y a aucun problème parce que l'histoire, elle se suffit à elle-même, je veux dire. Mais en fait, le fait d'avoir lu l'autre livre avant, c'est une couche supplémentaire. Il se passe un truc, il se dégage une émotion où on se dit ah ouais, mais c'est incroyable. Et donc, il y a quelque chose qui se met de plus fort. C'est un peu, je dirais, c'est pour faire plaisir à mes lecteurs qui me suivent. C'est un peu la récompense d'avoir ça quand on suit un auteur et de se dire ah, mais il a réussi à croiser le livre. Ceux qui n'ont jamais lu, qui ont lu que celui-là, pour eux, bon, ils s'en fichent. Voilà, il est bien ce livre. Mais tous les gens leur disent ah, mais lis l'autre, tu vas voir. Parce qu'on peut aussi le lire dans l'autre sens finalement, puisque c'est mieux de le lire manuscrit inachevé, lui. Mais après, il y en a beaucoup qui ont lu que celui-là, qui ont envie de savoir pourquoi. Je pense que c'est impossible de lire ce livre et de ne pas derrière lire le manuscrit inachevé par oui, parce que c'est notre histoire de toute façon. C'est un autre livre, mais il y a un lien très fort, mais qui est assez unique comme lien parce que des diptyques, des auteurs ont fait des diptyques, moi-même, mais où on reprend le personnage. Mais là, c'est un croisement qui est très bizarre, puisqu'un personnage fictif de roman devient vivant. Enfin, il y a des trucs. C'est vrai que ça, j'aime bien construire mes histoires comme des puzzles, en fait. Donc, lui en est un, déjà en tant que tel. En fait, là, c'est un puzzle qui va sur 2 livres, et ça, c'est encore mieux. C'est une dimension supérieure. C'est comme si le puzzle qu'on construit de ce livre-là, c'est une pièce d'un truc plus grand. Puis alors, je ne sais pas, j'imagine que pour un écrivain, c'est un challenge complètement fou, parce que c'est un travail de cohérence qui est minutieux, c'est-à-dire que là, le moindre faux pas dans ce livre, et les lecteurs et les lectrices sont impitoyables, je pense vous coûte cher. C'est-à-dire que on pourrait vous dire, Franck Tillier, franchement, là, ça colle pas. Et ça, enfin, moi, j'ai rien noté d'incohérent. Mais ça doit vous demander des plans, de la couture, de la haute couture. Oui, c'est ça. Et même en ayant, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de failles. J'essaye vraiment de tout faire pour que tout marche bien. Puis après, comme maison d'édition, on relit très très minutieusement parce que il y a forcément des choses auxquelles j'ai pas pensé. C'est tellement compliqué parfois. Mais c'est très amusant parce qu'il y a toujours des lecteurs qui découvrent des trucs, mais qui sont toujours très bienveillants. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont heureux de trouver un truc, une faille dans le truc, en disant ah mais là c'est pas normal. Alors des fois c'est un prénom. Alors ça vous lisez des livres, des fois vous êtes en train de lire un livre et puis ça change de prénom. Mais ça c'est une erreur d'auteur. Enfin, je veux dire, nous quand on écrit nos livres, vous voulez dire Pierre et vous écrivez Jacques et puis vous écrivez Jacques. Il y a un Jacques qui débarque et le lecteur il comprend, il dit ah ouais, mais il a dû se tromper. Mais des fois les lecteurs c'est un truc de fou parce que là ils pensent que c'est fait exprès, c'est-à-dire ils disent ah mais il a mis Jacques, il doit y avoir un lien avec un truc. Il y a un personnage qui s'appelle Jacques dans Rêver. Non, c'est juste une erreur. Et donc ça, c'est très, très rigolo. Puis après, il y a toujours des erreurs techniques par rapport à... Par exemple, dans les premiers livres, c'est un défaut qu'on... Vous mettez, il appuie là sur la gâchette, par exemple. On dit tout ça, mais c'est une erreur, parce que la gâchette, c'est le mécanisme interne dans le pistolet. En fait, c'est la queue de détente, ça s'appelle. Ou la détente, on peut dire, il appuie là sur... je sais pas, ça passe moins bien, il appuie sur la queue de détente. Parce que la gâchette, c'est les westerns. Et en fait, mais quand j'avais écrit ça, il y a un policier m'a dit, mais très très sympathiquement, il dit ah mais en fait, vous savez, c'est pas la gâchette, il faut mettre détente ou queue de détente. Donc maintenant, c'est détente. Pistolet, revolver, il y a des différences. Et je trouve ça, c'est ça qui... les gens le prennent bien parce que même un policier, un médecin qui va voir que vous faites une erreur, je parle d'un monde dans celui-là ou un autre, diabète, puis il y a une petite erreur sur une des caractéristiques de la maladie. Mais les gens le prennent très bien parce qu'il n'y a pas de trahison de leur métier. Si vous dites qu'un policier arrive et piétine les lieux, machin, là, ils vont vous dire bah ouais, mais là, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, si vous faites des petites erreurs comme ça, mais qu'ils se rendent compte que vous retranscrivez bien ce qu'est leur métier dans la réalité, et puis que vous êtes sérieux, ils comprennent très bien que vous avez pu faire une faute. En fait, c'est pour ça que ça passe toujours très bien, parce qu'il y a le travail derrière que j'essaye d'être le plus précis et respectueux possible aussi ça des demande métiers. Une concentration et un esprit, pour le coup, scientifique c'est ça, et analytique. C'est ça le lien. Il y a un vrai lien avec ce métier d'ingénieur que j'avais.
moi, Vous étiez ingénieur en quoi, oui? en informatique. Alors, je faisais des programmes informatiques, vous savez, coder. J'ai fait ça dans mes débuts. Et quand vous faites des programmes informatiques, en permanence, vous êtes obligé, quand vous modifiez une ligne, ça a des conséquences sur tout ce qui a été programmé avant. Il faut vraiment. Et je dirais que dans la manière d'écrire ces livres-là, il y a quelque part, dans la construction, quand je réfléchis à mes histoires, de dire ah mais ça, si je fais ça, ça va déplacer ça. Il y a un peu de ça, il y a un peu ce cerveau structuré qui m'est utile pour écrire des histoires aussi complexes. Avec mes collègues d'auteurs de thrillers, on a une bonne équipe en France dans le polar. Bernard Minier, qui est cité dans le livre, peut-être. Bernard Minier. Qui a le nom d'un... C'est quoi? C'est le lieutenant Bernard Minier. Oui, d'ailleurs, il a été très, très heureux de se retrouver. On fait des petits croisements de temps en temps entre auteurs parce qu'on s'entend bien en plus. Oui. Donc, mais c'est vrai qu'ils me disent ouais, on est très différents, on écrit des histoires différentes, mais j'arriverai pas à écrire ces histoires. Mais comme moi, je leur dis, moi l'histoire que tu écris, je ne serais pas capable d'écrire une histoire très humaine, où il y a que très peu d'action, mais beaucoup dans l'émotion, la lenteur, etc. Donc voilà, on a tous nos caractéristiques qui fait que nos livres sont différents et nos styles. Donc ça, c'est toute la richesse de cet univers qui est celui du polar. Mais Bernard, c'est très, très rigolo parce que il a écrit La Vallée. Ouais. Moi, ça se passe dans une vallée. Et il y a un moment, dans son livre, il dit le lac noir. Et moi, j'ai le lac noir. Enfin, on s'est vu, on s'est dit, mais tiens, on se vannait, alors qu'on ne savait pas du tout ce que l'autre écrivait. Dans celui d'avant, moi, j'ai écrit Lucas et lui, il a écrit M au bord de l'abîme, qui sont sur les GAFA et pareil. Ouais. Et dans celui d'avant, il a écrit Sœur, et moi, j'ai écrit Le manuscrit inachevé, qui est une histoire d'écrivain, machin. Ouais. Donc, en fait, ça fait 3 années qu'on... Alors, et vous voyez, les livres n'ont rien à voir. Et pourtant, le sujet de... Enfin, il y a des gros points communs, mais ça, c'est aussi les mystères. Mais c'est très, très rigolo. Et comme quoi, on a, à partir de mêmes sujets, c'était très flagrant avec Lucas et M, parce que c'est vraiment le même sujet. Hein, c'est les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, Facebook, les GAFA, etc. Mais les livres n'ont rien à voir. Ils sont racontés d'une manière différente. Et c'est ce qui fait... il y a plein de gens qui ont lu les deux. N'ont pas l'impression d'avoir lu la même histoire. Donc c'est ça qui est bien aussi. Oui, c'est vrai. Vous parliez tout à l'heure de Stephen King dans vos influences. Est-ce que vous seriez capable de lâcher prise, comme peut le faire Stephen King en invitant le fantastique dans certains de ses romans et l'inexplicable? Est-ce que parce que vous l'avez jamais fait, il y a toujours une explication à tout dans vos textes, vous auriez le lâcher prise d'écrire un jour un livre comme ça? Oh, oui. Alors, j'ai jamais réussi à le faire, mais c'est un sujet qui m'intéresse. C'est tout ce qui est autour du coma, par exemple. Les NDE, Near Death Experience, ou les sorties de corps, tout ça. Mais ça, vous en avez parlé déjà? Oui, mais vraiment d'aller un peu dans cet univers-là, qui laisse une libre interprétation de se dire qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Et par exemple, un fantôme, un spectre, non, vous ne feriez pas? Non. Tout paranormal, ça serait faisable parce que ça fait partie des choses qui pourraient exister. Mais par exemple, dans la mémoire, dans Gore, qui est autour du don d'organes, etc., je parle de mémoire cellulaire. Quelque part, il y a une petite partie fantastique parce que je dis que la personne qui a reçu le cœur, qui est le personnage principal, elle ressent des émotions du porteur du cœur. Ouais. Des émotions, des flashs, des trucs. Là, on est un peu quand même dans le fantastique, mais ça n'existe pas. Et n'importe quel scientifique va vous dire, mais vous prenez un cœur, vous le greffez à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas récupérer une partie des souvenirs de cette personne. Et pourtant, vous pouvez prendre toute la documentation que vous voulez, vous allez trouver des cas réels, je le dis dans le livre, en Gore, un ouvrier qui reçoit un jour un cœur aux États-Unis et qui, du jour au lendemain, se met à écouter de la musique classique. Réaliste. Il fait des recherches, parce que là-bas, ils peuvent retrouver, en France, on ne peut pas savoir qui a donné le cœur. Là-bas, s'il demande aux familles s'il y a un accord, il se rend compte qu'en fait, le cœur qu'il avait reçu, c'était le cœur d'un jeune musicien qui s'est fait écraser, renverser. Il avait son violon sur lui au moment où il est mort. Et donc, voilà, et moi j'aime bien des sujets comme ça, parce qu'ils sont à la fois... et puis on comprend qu'en est lecteur, on se dit, bah ouais, peut-être, pourquoi pas. Et on a besoin de ça, on a besoin
que la science n'explique pas tout aujourd'hui. Je crois que c'est aussi ce qui apporte la partie imaginaire dont on a besoin. Si on avait des explications à tous les sujets, ça serait, je trouve, terrible. C'est bien d'avoir ce... Oui, encore aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, des choses qu'on ne comprend pas. Je suis en train de lire des livres sur les souvenirs, la mémoire et même la conscience. Et aujourd'hui, on est capable de faire des choses sur les neurones, les cerveaux des souris. On comprend exactement. Mais ça, on ne comprend pas. Comment on peut penser, quoi. Et ça, c'est bien, je trouve. Ça reste mystérieux. Donc ça, c'est des sujets d'exploration qui sont entre deux eaux. Mais j'essaie quand même, effectivement, de toujours... Parce que les gens aiment aussi quand il y a une... Quand ils lisent mes livres pour cette explication. C'est encore mieux si on arrive à faire croire que c'est pas possible. À la fin, il y a le truc, si c'est possible, c'est la réalité, quoi. D'ailleurs, il y a un rêve lucide dans le roman, à un moment donné, de Gabriel, qui ressemble presque à une espèce de prémonition de voyage astral. Voilà, il voit sa fille dans un rêve et on ne sait pas si c'est... voilà, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais vous êtes à la frontière avec le paranormal ou l'étrange. J'ai envie d'aborder un dernier sujet sur Il était deux fois, c'est la dimension histoire de l'art contemporain. Enfin, voilà, vous nous amenez de ce côté-là. Alors, on ne peut pas dire comment, mais en tout cas, vous êtes allé aussi arpenter ce sujet-là de l'art. Oui. C'est une interrogation qu'on peut avoir en tant qu'écrivain. Il y a une interrogation morale autour de ça. Oui, la frontière, c'est-à-dire quand on écrit des romans, quand on invente des histoires, on crée quelque chose. Donc on fait partie on crée. Donc quelque part, l'écrivain fait partie du monde des artistes, puisqu'à partir de rien, il crée une histoire, un livre. Et donc de se dire dans l'objet, pourquoi créer ? Pourquoi ce besoin ? Est-ce que c'est un besoin ? Est-ce que c'est une envie ? Et dans la création, de se dire pourquoi j'ai créé ça, cet objet-là, qu'est-ce qu'il représente pour moi ? Donc moi, je me pose des questions. D'ailleurs, ça fait dans plusieurs romans, il y a toujours des questions d'écrivains qui écrivent justement ce genre littéraire-là, de dire pourquoi. Mais les gens me le disent. Pourquoi vous écrivez des livres aussi terribles, des histoires noires ? Pourquoi vous n'écrivez pas autre chose ? Donc ça, c'est compliqué à expliquer, mais beaucoup d'artistes ont du mal à expliquer eux-mêmes leur propre création. C'est plutôt les gens qui sont autour qui analysent ça, en fait. Et puis c'est aussi ce qui est très, très intéressant, c'est l'aspect transgressif de l'art, c'est-à-dire que l'art peut aller très loin. Alors dans les livres, ça reste de la fiction, mais on va quand même loin, puisqu'on écrit des histoires qui sont terribles. Mais des artistes, vont aussi, quand vous allez dans les musées, par exemple, très grand nombre d'œuvres, presque la moitié, je pense, des œuvres sont en rapport avec la violence, le crime. Pourquoi, à un moment donné, les artistes ont eu besoin de représenter ça dans la société ? Alors, après, le meurtre fait partie de la société. Les sociétés sans meurtre n'existent pas. Donc, comme ça fait partie de la société, le devoir de l'artiste est aussi de le représenter. Mais vous avez des artistes comme, par exemple, Paul Cézanne. On peut connaître les tableaux, mais il a peint des meurtres, il a peint des choses terribles, des meurtres dans des bas-fonds de gens qui se font assassiner, dans des pièces très sombres, il y a des tableaux comme ça. Et pourquoi il a peint ça, quoi ? Pourquoi il a eu ce besoin ? Est-ce que c'était des pulsions ? Est-ce que c'est un moyen de transmettre ses pulsions dans son œuvre, parce qu'il sentait que s'il ne faisait pas ça, voilà, il avait ce besoin de le faire. Donc ça m'intéresse. La frontière entre presque la frontière entre la normalité et la folie, parce que j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur ces artistes qui avaient basculé, parce que dans les milieux artistiques, par exemple, les suicides, il y a beaucoup plus d'artistes qui se suicident que dans la moyenne. Et tout ça, c'est extrêmement intéressant, la psychologie de l'artiste, les obsessions, des artistes comme Giacometti qui était terrible parce qu'il n'arrive jamais à finir ses objets, parce qu'il n'était jamais satisfait, parce qu'il disait mais l'objet que je suis en train de créer, c'est la représentation de l'objet que j'ai, mais l'objet en lui-même,
c'est quoi? Qui peut me dire ce qui... Et ça l'obsédait. Donc, il n'arrêtait jamais de... Quand les modèles de Giacometti, c'était un enfer pour eux parce qu'ils pouvaient rester là pendant des mois où il était en train de bouger des trucs. C'était jamais satisfait. Et il y a vraiment tout un tas de pathologies, de déviance, de curiosité dans les artistes. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, on retrouve un peu de ça dans le livre. Ça m'a vraiment intéressé, et puis de voir jusqu'où on peut aller dans l'art, les performances artistiques. Il y a des gens qui font des performances artistiques sur leur propre corps aussi. Oui. Et où se situe la frontière, quoi. Est-ce qu'on peut la franchir et la frontière morale, la frontière légale, parce que parfois l'art aussi, ça franchit ça. Les frontières morales, c'est aussi, sont souvent franchies parce que c'est aussi un des buts de l'art contemporain, justement de secouer. C'est pour ça que ça crée des œuvres. Mais voilà, donc ça c'est un sujet, je trouve intéressant à mettre dans le livre aussi. Et c'est très réussi. Alors malheureusement, on ne peut pas faire passer de micro pour donner la parole au public. On est arrivé, on a dépassé d'ailleurs notre heure de discussion. Donc je pense qu'il doit y avoir une possibilité de dédicace. Si c'est comme hier, vous pouvez prendre acheter les livres en sortant et faire dédicacer en bas des marches. Je rappelle, donc le titre du livre, c'est « Il était 2 fois » chez Fleuve Noir, mais il y a aussi le manuscrit inachevé et puis voilà, tous vos livres dialogues. Et je pense que tout ce que vous nous avez dit, moi, m'a donné envie même de relire, parce que je crois que je les ai tous lus, mais j'avais envie d'en relire certains. Je voudrais remercier l'interprète en langue des signes. Merci beaucoup. Et je voudrais bien sûr vous remercier pour ces partages et puis pour vous tous et toutes pour votre écoute. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Merci beaucoup.